au Polysécure, épisode spécial 500e. Pour l'épisode, j'ai le privilège d'être avec Vincent. Salut! Qui va prendre le lead. Comme au 400e, je me fais cuisiner. Fait que cette fois-ci, c'est Vincent qui va me cuisiner. Puis c'est ça. Puis je te laisse partir avec ça. Puis allez, par la cuisine. Hey, écoute, premièrement, salut à tout le monde qui nous écoute. Salut à toi, mon buddy Nico. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler de l'individu, on va parler de l'homme. L'homme. The man. Ce cher Nicolas. Nicolas, hey, première question. Écoute, on s'en est parlé un petit peu tantôt. Hein, je t'ai briefé, mais très légèrement. Hey, notre première rencontre. On peut le nommer, hein, Samson Belair de L'Œil Tétouche, avant les grandes fusions. Là. SBDT, qu'on surnommait rapidement. Ouais, Samson Belair de L'Œil Tétouche, au milieu d'un un palmarès de cubicules avec des aspirants petits comptables qui pianotaient sur leur clavier et étaient au téléphone à la recherche d'évidence auprès de leurs clients pour leur fameux test d'efficacité. Notamment, puis il y avait des piles de papier partout. Oui, c'était pour vous situer, février 2001. C'est une époque où on imprimait absolument tout, même ce qui n'était pas nécessaire. Les caisses, Nicolas, t'étais avec moi, t'as participé au déménagement. Déménager juste la salle des archives, c'était un drôle de spectacle. C'était pénible même de voir la quantité de papier qui datait en passant des années 60, qui était maintenu par ce cher bureau. Mais écoutez, trêve de plaisanterie. On n'est pas là pour parler de ce bureau-là. Petite anecdote, un petit peu de nostalgie. C'est pour vous dire que Nicolas et moi, on s'est rencontrés chez SBDT, février 2001. Un petit concours de circonstances. Nicolas professionnel, moi technicien en informatique. Discussion de corridor. Il est arrivé de Londres, si je ne me trompe pas, en plus à ce moment-là. Ça se peut-tu? Oui, ça faisait 2 mois où j'ai eu le privilège de travailler en Angleterre pour la délégation générale du Québec à Londres, comme spécialiste en logistique et technicien en informatique plus précisément, où je faisais plus de logistique que d'informatique. Alors, c'est là où Nico et moi, on s'est rencontrés dans une discussion de corridor. Puis c'est une discussion qui perdure maintenant depuis 23 ans et demi, mon cher. Ah, c'est pas rien, là. Ça confirme nos cheveux blancs qu'on a sur la tête. Oui. Hey, j'ai envie que tu nous parles brièvement. Tu sais, je veux pas les causes, les conséquences, etc., mais moi, je trouve que tu as eu, franchement, un beau cheminement parce que dans ton cheminement, j'ai eu à te côtoyer. Pour que les gens le sachent, j'ai même embauché Nicolas sur un super mandat GIA. Ça fera partie d'un autre podcast éventuellement. Puis ça va me faire même le plaisir de vous présenter le fameux tableau blanc qu'on a développé, un tableau blanc de gouvernance. Je finis avec ma petite parenthèse ici, que j'ai en photo, qui a été lu et compris par plusieurs personnes, justement, pas nécessairement gouvernance, mais en gestion pour comprendre la gouvernance de la gestion des accès. On a pondu ça en 1 heure ou 2, juste brief, blabla, café, puis on est arrivé avec un produit qui était quand même assez chouette. Je suis un peu étonné, puis on va étendre un peu sur la parenthèse parce que c'est la première fois qu'on travaillait vraiment ensemble, parce qu'avant, tu étais un collègue, mais on ne travaillait pas ensemble chez Deloitte notamment. Mais après ça, cette fois-là, ça a été vraiment l'occasion où, comme tu l'as mentionné, tu m'as embauché pour un court mandat qui avait justement un objectif. Puis on est arrivé à ça, puis je t'étonnais à quelle vitesse on a réussi dans une salle à faire le tableau blanc, puis on est arrivé à quelque chose qui était utilisable et justement compréhensible. Mais je trouve ça fantastique, cette séquence-là, parmi d'autres. Là.
En passant, sans nommer le client, le rapport d'audit, j'étais en audit interne à l'époque, j'avais besoin de me protéger avec un spécialiste. C'est là où j'ai fait affaire avec Nicolas, en m'assurant justement qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt. En fait, le rapport, en passant, était spectaculaire aussi parce que c'est même mon patron qui est un vieux de la vieille, comptable, auditeur interne de carrière depuis 35-40 ans, puis qui l'a présenté au comité d'audit de façon très volubile, dans toute sa simplicité et toutes ses problématiques. Mais bon, trêve de plaisanterie. Dis-moi donc, Nico, moi, je sais ce qui s'est passé un petit peu. Tu as eu quelques éléments qui ont accéléré on va dire ton indépendance, partir ta business. Ton cheminement, là, quand tu as démarré justement dans le business, parle-moi par exemple de tes bons coups, là, les éléments justement qui ont favorisé ça, qui t'ont donné, pas juste espoir, mais qui te donnaient la petite tape dans le dos que tu avais besoin pour dire, hey, je suis dans la bonne voie. Je le sais que c'est pas facile de se partir en business. Tu n'étais pas vieux à l'époque, ça fait un bout. Par contre, tu penses que tu avais beaucoup mûri pendant plusieurs semaines, plusieurs mois la question. Qu'est-ce qui te maintenait justement le côté positif de tout ça? Ben, notamment, je suis le résultat de mes expériences. Fait que ça, c'est très important. Au moment où j'ai pris la décision, c'était en 2008 de mémoire. Là. Ça, c'est le genre de choses que j'ai une très mauvaise mémoire. Dans ces eaux-là, 2008-2009, que tout ça s'est matérialisé. Mais toute l'expérience qui a précédé, Deloitte notamment, est un des éléments forts de cette expérience-là que j'ai acquise, qui est importante, puis que ça me suit encore maintenant, puis je le cite encore, puis parce que partir freelance, c'est une chose, mais il faut capitaliser sur un acquis. Et tous mes employeurs à travers le temps ont été de très bons éducateurs de mon moi professionnel, mais plus particulièrement de l'autre, parce que ça a été le moment où j'ai compris que la business est plus importante que la technologie. J'arrivais avant ça chez CGI, j'étais plus un peu ce que tu faisais chez Deloitte, avec la conviction que la technique était meilleure que tout, la sécurité, puis c'était super important. Puis quand tu confrontes ça avec des comptables, la réalité sec te frappe en plein visage. C'est là, ça m'a inculqué ce volet-là business, puis ça a été probablement un des facteurs très importants quand je suis parti à mon compte plus tard de voir ce genre de choses-là. Puis ensuite, j'ai eu quelques autres expériences de professionnels qui m'ont suivi. J'ai eu d'autres belles rencontres comme toi, d'ailleurs, tu as des rencontres qui changent une perspective sur la vie. L'autre vraiment qui a changé ma perspective, c'est Dominique Pion. Feu Dominique Pion qui, malheureusement, ça fait déjà un bon 10-12 ans qu'il est décédé maintenant. A amené aussi cette réflexion-là plus loin. Le fait de partir à son compte, ces éléments-là ont été des discussions. Tu as fait partie de ces discussions-là aussi à ces moments-là. Puis j'avais côtoyé une autre personne, Éric Blouin, dans un des mandats, justement. Puis c'est lui qui était justement freelance qui m'a vraiment donné la piqûre, qui m'a donné l'espèce d'élan qui manquait pour dire, tu sais, l'espèce d'hésitation, je suis pas sûr, c'est risqué, puis tout, puis là, t'es pas sûr, puis là, c'est quand même un risque de partir en affaires. Fait que là, de donner le petit propulsion qu'il m'a donné à ce moment-là, mais c'est lui justement qui m'a donné ces petites impulsions-là qui me manquaient. Puis depuis ce temps-là, là, je travaille à mon compte depuis ces années de voir ça, parce que j'ai un esprit relativement indépendant. Là, tu parler de l'homme, je pense que ça te prend beaucoup d'exemples de ces choses-là que tu as dû voir à travers les années, puis tu es excessivement observateur. Fait que tu vas prendre quelques anecdotes très drôles de certains peut-être coups de tête qui ne correspondent pas à un bon employé, mais qui correspondent à un bon entrepreneur, mettons. Oui, Nicolas l'a bien mentionné. Je suis un bon observateur et puis j'ai appris à connaître l'individu / l'homme parce que je me souviens, écoute, tranche de vie, quand la matrice est sortie, je parle pas de la première matrice, je parle Révolution et puis
Le dernier, là, où on s'est pris à 3 puis on est allé le voir à Montréal, au IMAX. Ouais, on est allé voir Montréal, oui, tout à fait. Puis on était descendu les 3, on était tout contents, là, mais je vais te laisser continuer. Là, puis je me souviens, à un moment donné, on était sur la route, Nicolas conduisait, puis là, j'ai vu le regard de l'homme. Il y a quelque chose qui faisait tellement pas son affaire, puis j'y ai ramené en pleine face, puis il s'est reviré tout serein en me disant « OK, il y a juste toi, là. Il y a juste toi qui est capable de lire ça, là. Il n'y a personne d'autre. Oui, il y a quelque chose qui me met en TBK. Right MFN, là. Bon, je dis, on va crever l'abcès. C'était juste une petite tranche de vie. » Ouais, ben c'est ça. Puis je t'avais même posé la question, puis ça m'avait énormément intrigué à ce moment-là. Tu disais, comment ça, tu as vu que j'étais fâché? Puis la réalité, l'anecdote, c'est parce que je m'étais trompé sur l'heure de la diffusion. On était arrivé à Montréal, puis l'heure n'était pas la bonne. Il fallait donc incessamment attendre la diffusion suivante pour y aller. Ce que quoi on a accepté de faire aussi, parce qu'on allait à IMAX à Montréal, puis c'était comme une espèce de happening super le fun. Donc, puis bon, t'as désamorcé mon bah dans lequel j'étais, mais j'ai trouvé ça excellent. Puis ensuite tu m'as expliqué, puis j'ai trouvé ça super cher, justement. Puis c'est là que j'ai compris que tu avais cette sensibilité-là, cette capacité-là de voir les choses qui sont invisibles pour bien des gens là, aussi. Là. Écoute, rapidement, là, Nicolas, pour ceux qui ont appris à le connaître, là, dans différents contextes, Nicolas, c'est quelqu'un qui est ponctuel. Son temps est extrêmement précieux. Si j'étais capable de déceler ça, je suis pareil. Je suis également ponctuel, puis c'est imbécile. J'ai pas beaucoup d'irritants dans la vie. Je me contiens relativement bien émotionnellement, mais quand il y a quelque chose qui gruge mon temps, comme c'est arrivé pour Nicolas, c'est nono, mais ça prend une amplitude. Par exemple, fermer la bouche plus serrée, tenir le volant à 2 mains, ne plus déclocher. C'était des différents ingrédients qui m'ont permis de soulever que, tiens, quelque chose l'agace là. Ouais, ne plus parler aussi, puis comme regarder avec un regard, oui, tout ce genre de choses-là. Fait que oui, ça a été une anecdote comme ça, puis moi, ça m'a permis de voir aussi, puis ça aussi, quand je dis que ça a énormément influencé ma vie, ça m'a permis de voir que j'avais un miroir aussi à ce moment-là, parce que je vivais dans cette folie-là de penser qu'il n'y avait personne qui était capable de voir comment j'étais. Puis là, tu m'avais ouvert les yeux sur justement que, en tout cas, au moins toi, tu étais capable de voir un peu mes états d'âme puis ma frustration, en l'occurrence, à ce moment-là. D'avoir fait une erreur, parce que ça, je perds mon temps, oui, mais d'avoir fait une erreur puis de vous avoir entraîné dans mon erreur. Puis j'étais fâché contre moi parce que je vous avais entraîné dans un mauvais plan, mais dans l'absolu, comme je dis, au-delà de la frustration, ça s'est résolu. Vous m'avez pas tenu rigueur. On était tout contents. On a vu le film. On a été vraiment émerveillés. Puis l'événement, c'est pas plus grave que ça. Là. On s'est repris sur le dernier. Puis en passant, pourquoi on est allé à Montréal, c'est que c'est le seul endroit, c'est le seul IMAX où le présentant en anglais, on va dire à distance raisonnable de nos lieux de résidence, même si c'est à 300 km, là. Ouais, ben à ce moment-là, c'est un des principaux aspects, là. Écoute, parfait. Tu viens de nous parler de beaucoup d'éléments, écoute, qui sont venus bonifier, en fait, ta prise de décision. Y a-tu des irritants? Puis je parle pas des irritants, on a tous des irritants, mais des irritants aussi qui ont fait de toi que je dirais pas forcé, mais accéléré des prises de décision. Tu vécu ce genre de truc-là? Parce qu'encore là, c'est très personnel de, décider de se partir en affaires. Tu sais, il faut y croire. On fait beaucoup de calculs, hein? Je parle pas de calculs monétaires, etc. On fait des calculs. Notre temps, notre valeur à nous, hein, c'est le moment où on se sous-estime aussi le plus, puis on se surestime en même temps. Tu viens de parler de certains bons coups. Feu Dominique Pion, effectivement, oui, j'ai rencontré l'homme aussi. C'est un vecteur extrêmement intéressant aussi. C'est un vecteur de changement qui est complètement fabuleux. Là. C'est très triste qu'il ne soit plus parmi nous, mais... Mais y a-tu des irritants au travers de ça aussi qui t'ont dit « Hey, ça suffit ». Je pense que c'est ça la bonne décision. Là. Ça fait partie au-delà du fait d'avoir eu tous les enseignements qui m'ont amené à la réflexion. La décision même s'est prise sur
Le seul et le point important, parce que ça faisait pas très longtemps que j'avais changé d'emploi. Mon employeur m'avait promis des formations. Mon employeur m'avait fait un certain nombre de promesses. Et ces promesses-là sont avérées être brisées. À plusieurs égards. Fait qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte, mais pourquoi? Puis ça m'a mis un peu dans le contexte de l'absurdité d'être un employé quand, dans le fond, on t'attire avec du miel, mais c'est pas du miel que réellement, parce que c'est vraiment d'autres affaires qui sont associées à ce genre de choses-là. Donc, la déception, j'allais dire le mot trahison, là, mais c'était peut-être un peu exagéré pour le contexte, mais le sentir de me sentir floué a été le déclencheur qui a vraiment m'a poussé l'autre bord de dire, ben là, je vais arrêter d'être ça, je vais prendre la décision de ce que je fais avec mon argent. Donc, j'ai une valeur sur le marché et de cette valeur-là, ben, je vais en faire quelque chose dans lequel je vais être heureux. Puis c'est un peu dans ce sens-là où ma position de freelance. Puis là, tu sais, faut faire attention dans les dénominations. Je suis d'une entreprise corporative, blablabla, au sens, je ne suis pas un employé déguisé. Là, tous ceux qui sont. Puis on a déjà des épisodes de ce sens-là. Il n'y a pas ça. Puis il faut faire attention pour le freelance parce que c'est au sens fiscal, ça ne veut pas dire la même chose. Mais est-ce que d'un travailleur dans un contexte où je suis mon propre patron, mais ça convenait mieux parce que là, j'étais capable de prendre des décisions qui étaient cohérentes par rapport où je voulais investir sur moi. Puis ça aussi, c'est un élément important que je trouvais même assez fondamental à cette époque-là, puis encore maintenant, d'investir sur soi. Puis là, j'avais un employeur qui ne voulait pas investir sur moi. Donc, essentiellement, qui réduisait ma valeur. Puis ça a toujours été très important pour moi, la valeur que je représentais sur le marché. Fait que tous ces irritants-là ont amené justement à cette décision-là, à ce déclenchement-là au moment où ça s'est passé. Puis s'il n'y avait pas eu ça, je n'aurais peut-être jamais fait cette bascule-là à ce moment-là, justement, un peu folle, un peu hors de ce monde. Là. Je regarde avec mes yeux de maintenant. De vieux hommes blancs. Là, je fais comme, oh, j'ai pris des risques à ce moment-là que je ne prendrais peut-être même plus maintenant à ce genre de choses-là, mais le déclencheur et l'irritant, comme tu mentionnes, était suffisamment puissant pour me faire bouger. Là. Avis à tous nos auditeurs, lorsque Nicolas envoie un CV sur un devis que vous avez émis, c'est le vrai Nicolas aussi qui se présente en entrevue. Hein? Je vous le confirme. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'est drôle, là, parce que tu l'as vu dans ce contexte-là. Ça a été très particulier de me retrouver devant ton patron puis de passer en entrevue. Mais c'est en même temps très correct. Puis je demeure qui je suis. Là, je suis pas what you see, what you get. Il n'y a pas de fausse représentation. Il y a rien. Là. Tu veux tout, tu vas tout avoir. Là, ça est... Ouais, je me souviens d'un événement où mon patron a dit, hey, laisse-moi donc tout seul 2 minutes avec Nicolas. Là, vous auriez dû voir l'homme et son visage triste sortir du bureau, mais venir me faire dire par mon patron, maudit que c'est une bonne affaire de l'embaucher ton chum. Hey, ça va bien, c'est clair. Il dit, vous avancez bien. Il dit, vous me faites à croire que je comprends tout ce que vous dites, mais finalement, je comprends tout ce que vous dites. Fait que, non, c'est une très belle anecdote, une très belle complicité aussi en passant, là. C'était extrêmement plaisant. Écoute, t'as eu tes irritants, t'as eu tes vecteurs, tes coups de pied dans le cul, tu t'es dit, ça suffit, on part. Brièvement, là, ça a été facile, ça a été complexe, un mix des deux. Un mix des deux, puis je reprends un peu ce que j'ai déjà discuté sur d'autres épisodes, ce qui était partir pour des choses pour partir à son compte. Il y avait un peu de folie là-dedans, il y avait un peu d'éléments au début. Puis je dis à tous ceux qui désirent faire ce saut-là à un moment donné, au début, moi, je voulais tout faire. Je voulais faire ma comptabilité, je voulais faire toute ma paperasse, mon administratif. J'étais comme surexcité de faire ça en pensant que j'étais capable de tout faire. Un peu, genre, tu dis qu'on se surévalue. Ça, c'est un bel exemple où je me suis surévalué. Très rapidement, je me suis rendu compte que j'aime pas ça. C'est pas mon plaisir de
taponné dans ces affaires-là, ce qui fait qu'avec les années, là, je sous-traite à des gens qui aiment ça, faire ce genre de boulot-là, puis ça me sauve du problème, ça sauve bien des affaires. Fait que ça, c'est un des éléments. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de choses. Je pense que j'ai passé à travers 2 récessions depuis que je suis parti à mon compte. Puis tu as toujours l'angoisse de savoir si tu vas avoir encore du boulot. Puis moi, je suis parti à une époque où il y avait cette espèce d'illusion de plusieurs que c'était ultra payant de passer à son compte. Non, ça, je le dis souvent, c'est pas super payant. C'est juste que tu es capable de choisir où tu mets ton argent. C'est vraiment la seule différence. Fait qu'à cette époque-là, il y en a plusieurs. Et ensuite, de cette peur-là, puis tu sais, maintenant, je suis capable d'en parler. Je surfaisais, fait que je surtrouvais des clients. J'avais trop de clients, j'avais trop de choses. Puis au sens de la loi fiscale, c'est une bonne chose d'avoir trop de clients parce qu'on n'est pas un employé déguisé. Mais en même temps, je me mettais dans le pétrin à chaque fois parce que je prenais trop de clients pour ma capacité réelle de réaliser. Donc, mais de cette angoisse-là dans les premières années où j'avais peur de manquer de travail, la récession est arrivée, là, puis j'ai eu des contrats qui se sont finis de façon très abrupte, faute de financement, notamment à cause de la récession ou des surprises comme ça, ou certaines surprises avec le client qui réagissait de façon, disons, inattendue, de mon inexpérience aussi jusqu'à un certain point, mais ça, je suis capable de prendre le blâme de mon inexpérience. Mais il y a eu certains clients aussi qui étaient un peu weird, qui ont mis fin au contrat des vitesses qui étaient inattendues. Donc, un peu dans tout ça, c'est un peu les surprises de comment on part à notre compte, comment on vit là-dedans, comment on fait part avec le quotidien, comment on compose avec les choses. Puis c'est à la même époque aussi, puis ça faisait partie de ma stratégie de visibilité à l'époque, puis que j'ai pas perdu jusqu'à un certain point. Là. Elle a changé un peu, mais elle a évolué. Mais à l'époque, j'avais démarré le Hackfest, notamment pas peu de temps après avoir démarré ma business, ce qui est devenu un vecteur de visibilité très important pour ça. Fait que dans l'état de panique dans lequel j'étais, de genre, je manquais de job, ben j'avais toujours trop de jobs, puis j'avais notamment le Hackfest qui était apparu à ce moment-là avec les 4 comparses avec lesquels on avait démarré cette aventure-là en 2009, peu de temps après que j'ai démarré mes propres activités. Là. Écoute, très cool. Puis dis-moi donc, je sais que tu es workaholic. Un peu. Non, arrêtez ça. Ceux qui connaissent comme moi, là. Mais je l'ai dit, j'en prenais toujours trop pour ma capacité réelle de livrer. Fait que je m'étais toujours dans je vous dis, là, je le sens qui lève le pied, puis je le sais qu'il lève le pied. Toutefois, Nicolas, je vous le dis, là, beaucoup de clients, beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis, même de la logistique, même du double ou un agenda séparant 8 rencontres en même temps, là, c'est quand même quelque chose qui aime encore jongler avec. Je vous le dis tout de suite. Ça ne veut pas dire, hey, cher futur client, là, abusez pas de mon chum ici, là, mais parce qu'il livre la marchandise. Mais non, je sais que tu es workaholic, mais dis-moi donc, là, au fil des années, puis maintenant, là, professionnellement, autre que les différents contrats que tu fais, parce que j'ai travaillé pour 2 cabinets. Ce que j'ai apprécié des cabinets, puis tu dois l'apprécier de ta clientèle, c'est que on sort du secondaire, on est écœuré de l'école, on commence à travailler, on émerge dans ce travail-là, on se rend compte que les différents clients, c'est différentes écoles, puis on se dit, maudit qu'on est niaiseux d'haïr l'école quand on est au secondaire. C'est plaisant d'apprendre, je le sais que tu aimes ça apprendre. C'est-tu un élément pour toi qui est motivant? As-tu d'autres éléments que différents clients, différents enjeux, différents environnements, différentes personnalités à gérer? C'est-tu des ingrédients qui te motivent professionnellement? Puis, à l'âge où on est rendu, je pense que même personnellement, ça devient un vecteur où on grandit. On a besoin de ça pour grandir professionnellement aussi. Toi, là, de ton côté, là, c'est quoi qui te motive?
Ta question est très intéressante parce que elle représente. Oui, j'ai toujours travaillé énormément. Puis ça ne change pas maintenant. Les gens sont juste. Maintenant, c'est un peu plus à découvert que ça l'était avant. Les gens avant ne le voyaient pas. Là, maintenant, ils le voient. Sont un peu étonnés. Je lève la pédale, mais pas tant non plus. Oui, c'est une école. Je reviens encore sur le fait que Deloitte était ma première vraie école. L'enseignement le plus important que j'ai appris là et qui me sert encore maintenant, puis qui permet, puis ça, tu le sais, tu parlais de l'exemple de quand que j'ai travaillé pour toi, d'être capable de parler avec toi. Différent. Ouais, OK, avec toi. Quand j'ai eu à parler avec ton patron, ben c'est cet enseignement-là qui a transcendé la façon que j'ai pu m'adresser à lui et qu'il l'a compris rapidement. Et ça, c'est très fort. Et la suite a été comme ça aussi. À quelques exceptions près, la plupart des contrats que j'ai faits par la suite ont toujours été dans une circonstance où j'avais quelque chose de nouveau à apprendre. Il y avait soit par le milieu dans lequel j'avais été exposé. Et encore maintenant, là, pour ceux qui me connaissent dans l'environnement de contrat que j'ai actuellement, j'ai encore des choses que j'apprends. Je suis encore motivé, je suis encore ouvert, j'ai encore des choses nouvelles à laquelle je suis exposé. Fait que cet apprentissage-là continue. À travers ça aussi, il y a eu des amitiés qui sont nées à travers ça. Puis ça aussi, c'est fascinant. Fait qu'au-delà du fait professionnel de m'enrichir et de continuer à progresser, au niveau humain aussi, je continue à progresser énormément. Puis ça, pour ceux qui me connaissent, le contrat qui a commencé en fin 2018, sans vraiment pointer, a été un moment assez charnière dans ma vie où j'ai vraiment changé puis les choses ont évolué de la rencontre d'une personne à ce moment-là chez ce client-là qui m'a permis d'amener mon travail ailleurs et de progresser dans ce chemin-là. Donc, j'en tire des enseignements professionnels, techniques si on veut, mais j'en en tire des enseignements personnels et qui m'aident à être une meilleure personne dans ma vie de tous les jours, mais qui m'aide aussi à être un meilleur prestataire de service, d'être mieux à l'écoute des clients, de mieux faire ça. Fait tout ça continue encore, même maintenant, même rendu à mon âge plus vénérable. Je continue à apprendre. Puis il y a des contrats que j'ai eu à mettre terme dans les dernières années sur lesquels ce plaisir-là n'était plus là. Tu sais, c'est rendu même. Puis certains contrats payants, là, tu sais, des fois, je ne laisse pas la valeur du contrat influencer ma décision. Si le contrat ne me plaît plus, parce que j'y tire plus de bénéfices, parce que le plaisir n'est plus là, parce que puis bénéfice aussi, c'est vrai, je parle pas d'argent, mais bénéfice en termes de humain, de pouvoir grandir là, chez ce client-là, chez ce contrat-là, ben je vais l'abandonner, puis je vais aller dans un contrat que je peux grandir. Puis un autre élément, puis ça a plus changé dans les dernières années. Je me soucie beaucoup de valeur au fait que, de valeur, je vais me répéter, mais de la valeur que j'apporte au client. Fait qu'à un moment donné, quand j'apporte plus de valeur au client ou j'aide plus le client à cheminer, que je ne suis qu'une doudou pour rassurer le client, généralement, ça va commencer à me tanner. J'ai commencé à me retirer de ce genre de client-là où je ne sens plus que je contribue. Puis j'ai un énorme besoin de contribuer essentiellement aussi là, à travers tout ça. Là. Bon, hey, ouais, t'as un petit peu répondu aussi à mon autre topic ici. Je l'avais même pas vu. Non, mais c'est pas grave. Je me fais, ceux qui me connaissent, puis même ceux qui me connaissent pas, je vous le dis, là, je me fais des petites notes, là, juste pour que ça soit chronologique, pour que je maintienne notre petit fil conducteur, là. Hey, dis-moi donc, t'as mentionné le Hackfest, une de mes questions, là. Bon, j'ai une petite idée d'où ça décolle. J'aimerais que tu nous parles. Tu as démarré le Hackfest. Écoute, le Hackfest, c'est plus un événement, c'est un happening. Là. Tu as démarré quelque chose de bien. Tu as créé un happening. Le happening a, j'ai l'impression, eu un petit... Non, j'ai pas l'impression. Ça a eu un effet d'entraînement pour
d'autres types d'happenings qui avaient moins de visibilité puis qui ont décidé de prendre de l'ampleur. Ça valait la peine, je tape sur ma table, là, à Québec, que enfin ça prenne de l'ampleur. Pas juste à Montréal. Même en parlant de Montréal, j'ai rien contre Montréal. Il n'y en a pas de happening de même à Montréal, by the way. Je pense que Québec a la manne présentement. Hey, ça part d'où, ça? Hey, c'est fou, ça. Le Hackfest, c'est parce que le Hackfest, comme il est connu maintenant, la vraie histoire, c'est qu'il avait été démarré par d'autres personnes, par le groupe Sentinelle à l'Université Laval. Je ne sais pas trop c'est quoi. 2 ou 3 années avant. Donc, 2009, et l'année de démarrage du Hackfest. 2 ou 3 années avant, il y avait eu ça dans lequel j'avais participé, une espèce d'happening, dans une espèce d'endroit louche à l'université, qui avait eu un peu de conférences, puis un peu de hacking qui avait legit, là, dans ce cas-ci, qui avait eu lieu. Puis bon, c'était mort parce que ça avait été organisé par des étudiants. Et comme ça se fait par des activités qui sont génériques par des étudiants, quand les étudiants graduent, ben l'activité meurt. C'est un peu ce qui est arrivé. On s'est ramassé 4 dudes ensemble. Le groupe initial, on était 3 dudes ensemble qui ont voulu ramener ça à la vie parce qu'on voyait un intérêt à ce genre d'événement-là. Fait que c'est un peu fou. C'est 3 personnes, puis il y en a une 4e qui s'est jointe à nous autres parce qu'elle croyait au projet, tout ça, puis toute cette énergie-là qui est à ce moment-là, c'est un peu de la folie. J'ai vu des photos de ça, j'étais encore jeune et complètement débile à ce moment-là. De faire ça, mais ça fait partie de cette énergie-là qui m'habite, de vouloir partager aux autres, puis c'est encore le cas maintenant, puis ça avait été une belle vitrine à ce moment-là, de pouvoir permettre à la communauté de cyber de se réunir, puis je parle de vraiment un happening, effectivement. C'est devenu ça avec les années, puis bien après que j'ai quitté l'organisation d'ailleurs, puis c'est vraiment fantastique de ce que tout ça est devenu, comment tout ça a grandi, comment tout ça a cheminé avec le temps. Moi, j'ai quitté au moment où ça, parce que j'étais un bon démarreur de business, mais je ne suis pas un bon opérateur de business. Puis quand j'ai quitté, on était rendu plus en modèle opération et juste grandir de façon organique et non. T'es une courroie. T'es une bonne courroie. Ça, on n'ouvrait plus rien de nouveau. Tout était fait, tout était mis en place. Puis bon, l'intérêt avait commencé à diminuer. Puis quand l'intérêt diminue, je deviens un peu dangereux pour ce qui se passe autour et je n'étais pas devenu nécessairement très agréable pour les gens qui étaient dans l'organisation à ce moment-là. Fait que c'était une bonne idée de ma part de justement lever les choses. Pour ceux qui doivent se rappeler de ces moments-là, ça n'a pas nécessairement été fait de façon très propre. Ça je l'assume. C'est avec l'énergie et toute la fougue que j'avais à ce moment-là. Fait que ça a créé un petit peu de choses, mais c'était salutaire pour l'organisation que je sorte de là. Puis la preuve, c'est que l'organisation a continué à grandir. J'ai eu d'autres collaborations avec eux autres avec les années qui étaient des collaborations plus ad hoc, qui me permettaient justement de ne pas me tomber dans des éléments où j'étais moins utile, disons ça comme ça, fait de pouvoir leur permettre de continuer à amener leur projet à terme. Fait que c'est un peu fou à ce moment-là. Puis au moment où le Hackfest est parti, il n'y avait pas d'autres événements de cette ampleur-là au Québec qui avaient quelque chose d'intéressant par rapport à tout ça. Depuis, il y en a d'autres. Maintenant, il y a le NORSEC à Montréal qui, à certains égards, est une forme de compétiteur du Hackfest, mais ils sont arrivés après le Hackfest. Fait que le vrai mouvement initiateur était vraiment à ce moment-là. Ça, c'est tout à fait vrai. Puis c'est cette espèce de folie-là d'avoir organisé cet événement-là en 2009. Puis en plus, 2009, c'était la grippe aviaire. Je pense que c'est H1N1, là, puis la vaccination, puis toute la folie. Je m'en rappelle parce qu'on avait... Les papiers commerciaux, la grosse catastrophe et compagnie. Ouais, ben je m'en rappelle parce qu'on avait perdu notre lieu à cause de la vaccination. C'est pour ça que je me rappelle. Je pense que c'est H1N1, je pense que c'est l'espèce de vaccination. Oui, c'était la grosse panique. Là. Une nouvelle grippe. Une nouvelle grippe de l'espace. C'est drôle parce que si tu le regardes avec nos yeux de maintenant, il y avait eu cette panique-là en 2009. Puis je me rappelle mon propre réflexe. Puis tu sais, je regarde comment je regarde
COVID maintenant, puis comment j'ai tout été dans cet univers-là. Et ma réaction est complètement dans deux univers distincts. Puis là, j'étais même un peu plus froissé parce que ça venait de déranger mes affaires. Puis là, on avait perdu notre salle, puis il a fallu se revirer sur un dizaine pour réussir à faire ça à ce moment-là. Mais en même temps, c'était drôle parce que c'est un faux événement. Le monde paniquait, puis il y avait du monde qui voulait se faire vacciner. Puis je sais pas si c'est du bois là, qui avait genre dans les files d'attente, couper des gens. En tout cas, bref. Un paquet d'affaires weird comme ça, de comportement. Puis là, on arrive à la COVID maintenant, puis c'était effectivement et réellement plus sérieux que l'achat 1. Puis il y en a encore des comportements humains, notamment avec le papier de toilette, d'une folie qui n'avait aucun sens. Mais bref, tout ça. Puis dans l'espace d'une vie, j'ai vu ces deux éléments-là. Ça m'avait tué, mais bref, on avait démarré ça à ce moment-là, puis ça a créé cet effet d'entraînement. Et cet effet d'émulation-là, puis justement, c'est pour ça que le Nordic a démarré quelques années après, si je ne me trompe pas, sous la forme que ça connaît maintenant, justement, parce que cette forme de saine compétition permet justement de faire émerger des événements. Puis c'est probablement une des raisons pourquoi le Hackfest demeure un happening comme c'est là, cette compétition-là, parce que je crois que par lui-même ne serait capable de se motiver à maintenir l'excellence dans laquelle il œuvre. Là. Puis, by the way, là, Nicolas mentionne différents événements qui se déclinent du Hackfest, mais vous savez qu'il y a un paquet d'autres événements, là, Sécure ou peu importe. Nicolas est sollicité. Là. Vous connaissez oui, mais l'homme. C'est ça, là, j'ai reparti d'autres choses. J'ai pas été capable de pas refaire. J'ai démarré le Sécure en 2009. Suite à l'incapacité de faire revivre le CQSI au sens où... 2009? Oui, 2019, excuse. Ah, merci. Ouais, c'est ouf. Ouais, j'oublie j'écoute. Oui. Je vous confirme que j'écoute. Merci de me rappeler, Alon, en 2019, parce qu'en 2018, j'avais organisé le CQSI, puis j'avais eu un problème à vouloir faire émerger cet événement-là vers l'avenir, vers comment moi je voyais l'avenir. Je m'en souviens. Ça revient toujours à ça, comment moi je vois l'avenir, et cette vision-là était confrontée avec des gens qui ne partageaient pas cette vision-là avec moi, et dans lequel j'avais abandonné le CQSI après, et que j'ai fondé le Secure en 2019, faut pas me tromper. Parce que puis probablement c'est d'autres mythiques, parce que c'est juste l'année avant le confinement. Là. Parce que la deuxième année du Secure a été annulée à cause du confinement d'urgence. On était, je pense, en avril, on a tout fermé en mars. L'asile, tout le monde criait partout, tout le monde était comme ça. Puis qu'en même temps, donné d'autres choses en 2021 et 2022, on était en mode hybride, ce qu'on a repris en 2023 et 2024 aussi. Fait que j'ai refondé d'autres choses parce que là, je fais ce genre de choses-là. Puis en vieillissant aussi, mon regard a changé. Je suis un peu moins dans une perspective que je veux construire, comme j'avais fait pour le Hackfest notamment. Là, je suis plus dans un contexte de peut-être plus de mentorat. J'ai démarré l'événement. J'ai rassemblé des gens autour de moi qui étaient aussi fous que moi pour embarquer dans ce plan-là. C'est peut-être une des choses que je suis capable de faire. Mais maintenant, c'est plus de transférer à la relève. Puis c'est plus ça où mon énergie se situe. Puis le Secure est justement un bon prétexte de former la relève. Puis je pense que c'est ça. Puis en cyber, on en parle beaucoup, qu'il n'y a pas de relève, puis machin. Mais je trouve que en organisation d'événements, non plus, on n'en a pas tant que ça de relève. Fait que c'est moi, je trouve une belle tribune pour aider, les organisateurs d'événements, mais en même temps d'aider les jeunes à se familiariser avec un environnement un peu plus petit, un peu plus, je dirais, plus humain pour aider justement à aborder la cyber, comme un Hackfest, c'est gros. C'est comme un peu, c'est comme le DEFCON de Québec, c'est-à-dire c'est un très gros événement qui peut être intimidant jusqu'à un certain point. On est plus dans un contexte un peu plus petit, un peu plus... tu sais, j'aime ton approche, là, encourager, intéresser la relève. Mais écoute, j'ai une autre petite opinion là-dessus. Là. Québec, Québec, je parle de la province, là, on est un beau grand village. Tout le monde est confronté. Si on parle de cyber, là, le pléonasme cyber là, que tout le monde connaît, tout le monde est confronté au même type de menaces. Nicolas ici, il est très humble. Là.
mais un partage d'informations, peu importe les univers de nos industries, à venir faire nos partages, leur partage en fait, que ce soit leur expertise, que ce soit leur expérience néfaste qu'ils ont vécue, etc. Je pense qu'on tout le monde, puis toutes les compagnies, tous les PDG d'entreprises ici, que ce soit coté en bourse ou privé, bénéficieraient justement d'un tel partage. Une saine compétition entre compagnies saines et solides, c'est beaucoup plus intéressant que de se cannibaliser entre nous, de maintenir et de contenir l'information. Le karma nous rattrape toujours, puis tout le monde a à apprendre des uns des autres dans ce domaine-là. Puis peu importe que ça fasse 6 mois, 1 an, 20 ans ou 30 ans qu'on baigne dans le domaine, écoute, t'en apprends encore. J'en apprends encore. Puis des fois, là. On ne termine jamais d'apprendre. Hey, by the way, j'ai écouté Hackers hier avec une de mes filles, ce qui était excellent. Les termes employés, etc. C'était excellent, là. C'était excellent. Il y a des affaires. Ça fait trop longtemps que je l'ai écouté, il faudrait que je le réécoute, là. Mais peu importe. J'en vois passer aussi dans mon domaine, là. Vous irez voir sur LinkedIn parce que moi, je nomme pas mon employeur ici, by the way. J'en vois passer, là, puis je me suis dit, en fait, je me dis souvent, ah ouais, voyons, ça fait 30 ans que cette méthode-là existe. Come on! Mais je trouve ça plaisant. C'est pour ça que Nicolas, ici, c'est un bon vecteur, rassembleur. Il y a des belles tribunes, il y a des belles plateformes de partage. On ne demande pas de livrer vos secrets cyber. En passant, on les connaît, là. On est tous basés sur les mêmes référentiels, on n'est pas fous. Puis deux, il y a du cannibalisme entre employés et employeurs qui se volent des employés. Mais c'est une belle plateforme, une belle tribune. Puis c'est le temps de venir jaser puis d'avoir du fun. Pour vrai, là. Ouais, ben c'est un peu ça que j'essaie de mettre en place. Le podcast, c'est un autre exemple de cette nature-là. Puis d'ailleurs, je te fais un shoot-out. C'est vraiment toi qui m'as convaincu en novembre 2020, quand tu étais venu faire une soirée de bonhomme à la maison. Un des rares soirs, parce que tu étais genre tout seul chez vous, j'étais tout seul chez nous. On était autorisé par le grand seigneur de notre gouvernement à pouvoir se rassembler deux dans une maison et que ça n'allait pas causer un désastre monumental. C'est justement toi qui as quand même insisté, parce qu'au début, j'étais comme, ouais, non, j'étais comme, ouais. Puis finalement, t'as comme amené beaucoup d'arguments intéressants, puis là, ça a comme éveillé justement ma petite fibre, comme tu dis, de partager, mettre une plateforme en place justement pour qu'on ait un lieu de partage. Le podcast, c'est un bel exemple de ça. Puis j'ai un auditeur qui est venu me voir à Las Vegas, qui m'a lancé des fleurs. Puis là, j'étais un peu mal à l'aise. Puis je lui ai dit à ce moment-là aussi. Puis en même temps, ma réponse à ça, c'est que moi, je mets une plateforme en place, mais j'ai beaucoup de gens qui viennent contribuer de leur excellent contenu, justement pour améliorer l'état de l'art pour tout le monde. Le Sécure, c'est la même chose. La Hackfest l'est encore, mais je suis plus impliqué dedans. Mais dans cet esprit-là de partager, de servir les différents éléments. Oui, je dis bonne nuit à ma fille qui nous regarde à travers la fenêtre, puis je veux pas qu'elle ouvre la porte, là, puis elle est en train de rire, là. Ah oui. C'est important. C'est important, oui. Oui, effectivement. Ah, puis mon Dieu, j'ai perdu mon idée. Mais quand on s'est connus, on n'avait pas d'enfants. C'est ça aussi qui est fou, là. On a des enfants, sont grands, se naviguent dans ce monde-là. On est rendu autant de jeunes... de jeunes adultes un peu fous, on est rendu des pères de famille avec des enfants. Je suis papy depuis 1 an. Ouais, toi, t'es là. Moi, je suis encore là. je penserais pas que ça reste ça proche, mais encore là, on sait jamais ce que la vie nous réserve. Mais la vie a beaucoup changé depuis qu'on se connaît, depuis, comme tu disais, 23 ans et demi qu'on se connaît. Écoute, une anecdote, là, j'ai pas le choix de le dire, là. Je m'en souviendrai tout le temps. Quand on a une des priorités à Nicolas, quand il a acheté sa maison, c'était sa salle cinéma maison. Hey, vous avez aucune idée comment c'était capitonné. Je me souviens d'un soir avec son système 7, 8 ou 9 caisses de son dans le prélat
on n'entendait absolument rien, même dans le corridor, l'autre non, bord de la porte. Elle est drôle, celle-là. Sa copine nous a dit incendie déclaré, 2 décès assurés. On n'aurait même pas senti le feu. On t'avait capitonné ça. On avait travaillé fort, celle-là. Mais c'était le deal que j'avais eu avec la personne avec qui j'étais à ce moment-là, d'acheter une maison. Il fallait ce genre de choses-là. Mais en même temps, c'est drôle parce que c'est des rêves qui sont pas, qui durent pas dans le temps, parce que maintenant, je ne vivrai plus avec ce genre. J'ai plus ce besoin-là de genre de choses-là. Mais à ce moment-là, dans ma jeune vie d'adulte, j'avais besoin de cette grotte-là. D'avoir une grotte, puis la définition d'une grotte a clairement changé avec les années, parce que ma grotte maintenant ne ressemble plus à ce genre d'espace-là où genre j'aurais pu mourir si le feu avait pris dans la salle, c'était fini là. Non, écoute, là, effectivement, les caisses de son trop fort me font mal aux oreilles. Ça doit être la même chose pour toi. On s'est dosé avec le temps. On est rendu vieux, puis il faut l'admettre aussi, puis c'est un peu tout ça. Puis tu sais, quand je parle de mentorat, des choses comme ça, c'est un des changements, parce que c'est très drôle. Puis tu m'as connu dans les époques où j'étais beaucoup plus fougueux que je suis maintenant. Donc, ça l'amène professionnellement et humainement aussi des décisions un peu qui peut sembler weird en tout cas de mes yeux maintenant, mais qui à l'époque faisaient du sens. Puis je trouve ça drôle parce que maintenant, quand je revois des jeunes hommes principalement qui ont cette espèce de forme d'énergie-là, et tout énervé, puis ils arrivent, là, je fais comme tout doux, Padawan. Tu vas y arriver, ne t'inquiète pas, on y arrive tous, mais prends un respire. Quand il y a un point, c'est l'espace pour prendre ton respire. Fait que prends ton respire, tu vas y arriver, c'est bon. Fait que ça me permet aussi de guider, en me rappelant de ces moments-là où j'étais complètement fou. Là. C'est très drôle. Puis qui amène des fois des certaines ratées, là, mais bref, ça fait partie de l'apprentissage. Ben oui, puis ça prend ça. Hey, dis-moi donc. Si tu es en mesure d'en parler. Là, on a compris ton cheminement. Ceux qui te connaissent, puis même ceux qui ne te connaissent pas, qui vont voir ton profil, tu as relativement un très bon profil de consultant en entreprise. Niveau de la haute gestion, je comprends que tu relâches un petit peu les opérations. Toutefois, tu as des mandats intéressants qui obligent aussi. Dis-moi donc, as-tu certaines aspirations, d'autres aspirations? As-tu des éléments, des nouveaux projets? Commençons par ton côté mandataire. Là. Comment ça se présente? Là? Tu fais une continuité tranquille, tu lèves le pied. Puis, as-tu un petit sideline que tu peux nous dévoiler? Moi, en passant, je t'annonce que mon plan de retraite, d'ici, en passant, j'ai passé la cinquantaine, je ne vous donne pas mon âge. Mon plan de retraite, c'est de tout vendre puis de partir vivre en Australie. J'ai une petite place pour toi aussi, mon Nico, là-bas. C'est sûr, je vais aller te voir là-bas. Là. C'est une place que je ne peux jamais aller et qui m'intéresse beaucoup d'aller explorer. Là. Mais professionnellement, puis on va dire professo sidelinement, as-tu des petits éléments as-tu des éléments d'intérêt? As-tu fais pas de dévoilement, là. As-tu des éléments d'intérêt? Disons ça comme ça. C'est une question qui est en soi très intéressante et qui a ce défaut la réponse ne durera pas dans le temps. C'est que la valeur de la réponse peut changer dans une semaine, dans un mois, dans un an. Oui, les choses ont fait, mais ça, je me questionne souvent, puis c'est un peu une partie de ça. On en a. Tu fais partie de ces questionnements-là parce que pour moi, tu es une des personnes que j'aime bien consulter quand j'ai des questions. Des questions existantes, que j'appelle les questions existentielles. Fait que on en parle. L'année passée à Vegas, notamment, on en a eu beaucoup de ce genre de conversations-là. Je trouve ça très riche. En passant, Nicolas a porté un chapeau de cow-boy rose et j'ai des photos à la pluie, mais c'est 100 000 $ par demande pour que je puisse les publier, puis 75 % vont à Nicolas.
Ah, c'est excellent. Anecdote. Ah, c'est ah ouais, ça a été weird comme expérience. Cet élément-là, c'était un peu contre mon gré que je me suis retrouvé avec un chapeau de cowboy rose sur la tête. Oh mon Dieu, ça a été pénible. En tout cas, bref. Mais Trêve de plaisanterie. au-delà de cette anecdote-là qui est quand même encore très drôle, là, même si ça a été pénible au moment que, en tout cas, moi, je l'ai vécu, j'en garde quand même des souvenirs très amusés de l'ensemble. Et il demeure que ces moments-là, notamment quand on va au DEFCON ensemble, sont des moments qui me permettent justement de bouncer des idées, de savoir qu'est-ce que je fais, quelle va être ma prochaine étape. Là, j'ai pas nécessairement de grandes choses transcendantes à donner à ce moment-ci de où je m'en vais avec les choses-là. Je me dirige, il y a toujours des plans de fond qui sont là. Tu en connais certains, d'autres tu connais pas parce que les gens sont trop ploumous parce que je suis pas encore dématérialisé. Il me reste encore beaucoup de temps à travailler. Moi, j'arrêterai probablement jamais techniquement de travailler parce que la forme de travail que j'ai permet ce genre de choses-là, de forme d'éternité dans la chose, en levant le pied naturellement. T'es un esclave moderne, c'est ça? Oui. De ta profession. Ouais, je n'irai pas jusqu'à esclave. J'ai quand même la liberté. J'ai quand même une très bonne liberté par rapport à ce genre de choses-là. Je continue. J'aime beaucoup le travail que je fais. J'aime beaucoup comment mon travail a pivoté plus 2019 notamment. Ça a été un pivot très important de comment mon travail a évolué où j'ai pu étendre mes ailes de façon différente et d'explorer des choses nouvelles. J'ai pas encore complètement abouti dans ce genre de choses-là. Fait que j'ai encore quelques temps à faire, mais je suis en train de basculer vers d'autres choses. Puis la nature des clients que j'ai m'amène aussi à basculer, mais pour le moment, il y a une forme de continuité par rapport à ce genre de choses-là, mais il y a certaines questions plus fondamentales qui s'en viennent, notamment la production de contenu. Comment tout ça s'articule? On parlait notamment là, de le partage et tout ce que c'est, bien, comment le fait de partager va évoluer. Ça, je me le pose. Le podcast ne terminera pas avec le 500e. J'en ai beaucoup d'autres épisodes qui s'en viennent. Puis, ben oui, et justement, puis pour genre, si tu veux quelque chose, un highlight, ben, tu vas comme recommencer à réapparaître sur le podcast, ça, parce que Ouais, j'ai une couple de sujets. Oui, c'est ça. Puis c'est juste parce que j'ai comme disparu dans ma grotte pendant les 6 derniers mois là, pour différentes raisons, parce que j'avais mis la pédale dans le fond. Puis on va revenir sur ces choses-là, parce qu'il y a des sujets très intéressants à aborder. La plateforme Polyseca va prendre de l'ampleur, est en train de prendre de l'ampleur, puis je suis en train d'explorer puis de m'amuser avec celle-ci pour, au-delà du podcast comme on fait là, d'essayer d'autres moyens de transmission de contenu. Fait que surveiller le site, les informations sont là-dessus. Fait que de voir comment je vais évoluer là-dedans, je vais explorer, je vais m'amuser. On va voir ce que ça fait. Je suis toujours dans un partage, toujours en train de me questionner un peu sur mon rôle. Certains voient que je vais remplacer le consulting par du contenu, peut-être, mais je ne penserais pas. Ça me passionne pas assez pour ça encore. Là. Plus ma job me passionne un peu plus d'être dans l'action. Puis, en même temps, je fais du technique encore. Pendant le confinement, pour un de mes clients, j'ai mis tout le tenant M365 qui a été mis en place par moi en 13 jours elapse. Fait que, j'ai fait des affaires comme ça qui sont complètement funky. Je me suis amusé énormément dans des environnements techniques. Je me suis fait la main sur le PowerShell à ce moment-là, parce que je n'avais peu ou pas de connaissances. J'ai touché au GraphPI. Je me suis mis les mains dans le Python. Fait, j'ai encore du technique, mais en même temps, je parle avec de la gestion. Je fais beaucoup d'analyse de risque actuellement. Tout ça fait je suis comme éclectique un peu, peut-être un peu trop d'ailleurs aussi. Puis des projets, ben, c'est peut-être une chose que je devrais faire, de me fixer sur des projets, parce que je suis pas capable de me fixer sur des projets. Peut-être ça le problème, je suis pas capable de me fixer sur des projets, puis je pars partout, puis... Calme-toi. Calme-toi. C'est ça. Peut-être pas. Écoute, c'est peut-être la bonne forme, là. Tu as peut-être ta griffe aux bons endroits, au bon moment, puis écoute, ça marche, là.
Pour vrai, j'aime bien ton calme-toi parce qu'il est vraiment typique à toi aussi. Ouais. Quand je commence à m'énerver puis complètement être fou, c'est comme wow, Ah ouais, respire. Puis justement, ça me rappelle. Tu fais quelque chose qui marche. Il Oui. faut pas oublier ça. Là. Tu fais quelque chose qui marche. T'sais. Je t'empêche pas d'essayer d'autres choses, Nicolas. Là. Je me sens pas limité. Mais tu sais, pas en vrai, là. Essaye-les. Ouais, mais c'est ça. Mais il faut pas se camper. Je pense que, hey, on est deux pareils. Puis étrangement, toi, ça paraît moins. Moi, ça paraît beaucoup. Nicolas puis moi, on est deux généralistes, by the way. Toutefois, nos mandats, nos emplois ont amené Nicolas à avoir des éléments vraiment plus pointus. Moi, demeurer généraliste, sachez que Nicolas, c'est un généraliste. Puis, par contre, on a deux fibres identiques. On a la curiosité. Autrement dit, notre soif d'apprendre, d'évoluer. Tu l'as dû déployer nos ailes ou nos palmes, peu importe. C'est pas un bloquant, c'est même pas un défi ou un enjeu. C'est normal. Fait que pour nous, puis Nicolas aussi va se mettre à l'ouvrage, puis va se mettre en mode apprentissage. Puis oui, on se consulte une fois de temps en temps. Hey, tel événement, tel élément, puis bien entendu, on est très professionnels tous les deux. Puis tiens, hey, regarde tel référentiel, regarde tel élément, parle à tel professionnel, regarde. On est tout de même de la génération des généralistes, mais notre degré de curiosité fait en sorte qu'on ne s'arrête pas juste là. Oui, absolument. Là. Puis oui. Oui, je suis un généraliste. Je me débrouille bien, je me débrouille en tout, mais en même temps, puis ça revient, puis je l'ai déjà abordé dans d'autres contextes. Mon intérêt va se limiter jusqu'à un point. Si je dirais pas, je ne deviendrai jamais un spécialiste parce que ça ne m'intéresse pas aussi. Mon intérêt va finir par se tasser. Je vais peut-être des fois être plus spécialiste dans certains domaines que dans d'autres parce que il y a des demandes, il y a des clients. Je dois répondre à certaines requêtes, mais en même temps, je demeure un très bon généraliste. C'est pour ça qu'on est capable. C'est aussi ça ma valeur sur le marché. Là. Je regarde un peu, ton énoncé m'a forcé un peu à faire de l'introspection un peu. Puis c'est un peu ça que les gens viennent chercher, ma capacité à amalgamer plusieurs choses en même temps et d'arriver avec une réponse qui fait du sens avec des choses qui sont un peu plus inattendues, disons. Oh oui, écoute, on a des emplois complètement différents, mais... C'est fou, hein, parce que quand on s'est rencontrés il y a 23 ans, on n'était pas du tout dans les mêmes positions dans lesquelles on est maintenant. Là. Le temps change, puis je ne suis pas hyper nostalgique, là, mais j'aime beaucoup regarder le passage du temps et à travers tout ce qu'on a vécu ensemble et comment nos chemins ont changé, ont évolué, nous ont amenés ailleurs. Tu as eu plusieurs beaux succès professionnels aussi qui t'ont amené dans des zones qui sont complètement différentes du moment où on s'est rencontrés. Et évidemment, moi aussi, je peux même plus ma vie n'a plus rien à voir avec ce que j'avais il y a 23 ans. Ouais. Puis pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont, tu regardes genre dans la vingtaine, tu les regardes dans genre la cinquantaine, puis c'est juste le même. C'est linéaire. Ouais. C'est prédictif. C'est correct, là. Moi, comme j'ai déjà dit à un de mes boss, il y a quelques personnes qui ont eu de l'influence dans ma vie. Nicolas en fait partie. Puis même un de mes patrons qui a eu une très belle influence sur moi a même dit, j'ai jamais vu une complicité de même. Il dit les éléments de comment vous vous complétiez les gars sur la portion hautement technique, la portion hautement gouvernance, comment aller chercher les infos. Ben, tu sais qui je parle, on parle de Marc ici. Il l'a vu tout de suite. C'est un homme qui a eu une très bonne influence aussi sur moi. Là. Mais ce monsieur-là, wow, quel bon patron j'ai eu. Là. Mais il a vu tout de suite qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt, pas en tout, parce que c'était un de mes chums, puis je suis allé aux internes. Puis Nicolas, c'est un externe, puis il était pas là pour me protéger moi, il était là pour protéger Marc. On a le tableau, on va te l'envoyer, la photo, tu pitcheras ça sur le Polysécure à quelque part. Je veux partager ça, on a vraiment bâti de quoi de super plaisant. Puis oui, personnellement, Nicolas, c'est un de mes très grands chums, là, j'ai fait hautement confiance.
Puis c'est pour ça que j'ai fait la petite entrevue un peu sur l'homme ce soir. Vous appreniez à connaître, moi, l'homme que je connais, là. Pas l'individu, là. L'homme. Hein, de même. qui a su faire une belle gestion de ses émotions en passant. Je vous disais tantôt l'histoire de l'horaire, IMAX, etc. Nicolas avait une très belle gestion de ses émotions, on va dire, irritantes à l'époque. Serrer les poings, arrêter de parler, regard fixe. Peu importe ce qui se passe, il boit pas, il mange pas, il parle pas, il regarde pas. Non, mais c'était parfait. C'était parfait. Il a bien évolué. Puis, excellent consultant, by the way. Soit je dois le mentionner. Merci pour les fleurs. Là. Très bonne répartie aussi. En passant, Nicolas, il n'est pas juste sévère pour les clients qui l'ont embauché ou qui subissent les phrases de Nico. Il n'est pas juste sévère. Stoppez ça, là. Nicolas ne veut pas non plus la perfection, mais il veut la transparence. Je veux qu'on arrive à des résultats. Voilà. Nicolas veut les résultats. On arrive à quelque chose, mais ça a flashé, c'est drôle parce que ça m'a fait penser. Parce que, tu sais, t'as 2 enfants, j'ai 2 enfants. Et mon enfant plus jeune, justement, a certaines caractéristiques du genre serrer les poings. Puis tout cette. Fait que ça m'aide maintenant d'accompagner cet enfant à gérer parce que justement. Puis tu m'as aidé un peu à certains égards à comprendre cet élément-là et à en faire quelque chose de moins contraignant pour moi, puis de juste comme d'être OK, bon, je suis là maintenant de me propulser de façon différente et je fais pas ça, puis ça revient au fait, j'ai une contrariété comme on a dans le travail, puis de comment on prend cette contrariété-là, puis on l'amène dans quelque chose de positif, puis qui sert à l'organisation. Puis, ça sert pas toujours. Ça sert pas toujours. On aime se faire croire que ça sert à l'organisation. Mais à un moment donné, juste de rehausser un petit peu notre compétence, on va dire émotionnelle, au moins personnellement puis professionnellement, ben oui, ça sert. Oui, c'était un bel apprentissage, ce volet-là, de mieux gérer. Ouf. Hey, sur ce. On va compléter. On complète. Hey, là, je vous ai présenté mon meilleur chum ici à soir. Yes. Ça a été super plaisant. En passant, le chapeau rose, je maintiens mon offre. C'est 100 000 $ en Bitcoin si vous voulez des photos. Puis j'ai pas juste une photo, là. J'ai plusieurs photos. Puis des photos très coquettes. En passant, on va passer au travers de l'anecdote. Ça va être très rapide. On est au Black Tap Bar. On prend un verre. On est dans une discussion absolument pas sérieuse, Nicolas puis moi. Cette dame-là arrive, nous serre par le cou, nous penche vers le bas. On est obligé de la maintenir en équilibre. Ça dure 10, 15, 20, 30 minutes. Nicolas, absolument pas conciliant, mais maintient... J'avais une face assez fâchée, là. Un faux sourire et un chapeau rose sur la tête, jusqu'au gérant qui vient de me voir en disant « Je n'aime pas ce genre de comportement. Mettons que son verre tombe par terre, j'ai le droit de la sortir et moi de donner une pichenote et de tirer la boisson sur le gérant et lui de me dire merci et d'appeler 2 bouncers pour sortir la petite demoiselle dehors. » Alors, petite anecdote, ça était extrêmement désagréable, ça n'avait même pas de bon sens, mais bon. Ouais, non, c'était ultra agressant, puis les photos démontrent bien mon visage peu heureux dans cette situation-là. L'homme et son visage son visage crisse. Oui, il était pas mal fâché, mon visage. Si j'avais eu des lasers qui sortaient de mes yeux, c'est sûr que je tranchais tout ce qui était à vue. Alors, on était là pour 7-8 jours, le lendemain, le surlendemain, surlendemain. On était vraiment sur nos gardes lorsqu'on tourne au Black Tat Bar parce que c'était une place très cool dans l'hôtel. Puis, on n'a jamais revu cette fameuse dame. Bien heureusement. Là, on n'a pas eu d'autres épisodes, mais ça a été ça a été un beau séjour, celui-là. C'était très comique. Ouais. Yes. Hey, sur ce, beau 500e. Merci. On a un bel homme ici, une belle personnalité.
Embauchez-le, il est pas gourmand, il livre la marchandise. Merci. À plus. Ciao!